19h30 à Cotonou, bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin, voici les titres de l'actualité. Au sommaire, ce soir, la gente féminine au cœur du développement socio-économique au Bénin. Elles sont pour la plupart initiatrices de plusieurs entreprises et même des start-up, mais il leur manque assez de connaissances dans certains domaines du numérique. Elles ont à cet effet bénéficié d'une semaine de formation de base dans le domaine du numérique. L'hôpital de la Croix de Zinvier lance sa grande opération de collecte de dons de sang, une initiative démarrée depuis 2012 et qui se poursuit chaque année. L'objectif d'une telle opération est de sauver des vies humaines. Pour l'édition 2022, on parle de 3411 poches de sang collectées. Les organisateurs en parlent dans cette édition. Et puis enfin, on parlera de cette sensibilisation, cette séance de remobilisation du personnel des services déconcentrés du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les échanges de boycott ont réuni les agents en service du Mono, Koufo, Zou et les collines. Cette étape de la rencontre de la ministre avec les collaborateurs dans les régions fait suite à celle tenue à Parakou puis à Cotonou. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Au Bénin, les femmes se distinguent de plus en plus dans plusieurs domaines d'activité. Elles sont porteuses de projets et même d'idées d'entreprise. Cependant, il leur manque parfois des connaissances dans le domaine du numérique et pour ce faire, Women Digit Week a initié une formation de renforcement de capacités de base dans le domaine du numérique. La cérémonie de clôture avec Assien Bonkanyansion. Women Digital Week honore des femmes dans le domaine du numérique en leur remettant des certificats. Le couronnement d'une semaine de formation avec l'appui de partenaires comme Enabel et Pitech pour cette 3e édition. Une initiative de Christiane Hounsou, cofondatrice de Women Digital Week, qui exprime, tout comme Enabel, sa satisfaction. Notre mission à Women Digital Week est d'aider concrètement les femmes à s'approprier les outils du numérique afin de valoriser leur savoir-faire, de créer ou de développer une activité, mais également de s'informer sur les opportunités du numérique. Oui, le numérique est une opportunité à saisir pour les femmes, avec plus de 2,3 millions d'emplois à pourvoir d'ici 2030. Le projet DigiBoost est un projet d'appui au renforcement de l'écosystème de l'économie numérique, dont les principaux bénéficiaires sont les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. L'un des sous-résultats du projet concerne la consolidation de la communauté Women in Tech, et l'atteinte de ces résultats passe par le renforcement des capacités de ses membres, par l'appui des événements de référence des membres de la communauté et aussi par l'appui des partenariats stratégiques faits entre le Women in Tech et d'autres communautés sœurs à travers des événements à valeur ajoutée comme le Women Digital Week. Les participantes à la formation viennent de divers horizons, journalistes, juristes, entrepreneurs, communicantes. Elles se sont familiarisées avec les fondamentaux pour la création d'un site web et sa sécurisation, auxquels s'ajoutent les notions d'intelligence artificielle. Une formation utile à plus d'un titre. C'était une très belle expérience, c'était une semaine très enrichissante. Cela prouve que nos femmes, quel que soit notre domaine d'activité, nous avons besoin de nous familiariser avec le digital, nous familiariser davantage avec le numérique. Nous en avons besoin. Communiquer sur nos activités. On a forcément besoin d'avoir du moment pour écrire ou pour vendre nos produits sans forcément faire appel à quelqu'un dans les médias. Nous, notre mission à Epitech, au-delà de former les jeunes et les futurs leaders de la tech, c'est aussi de permettre à l'écosystème du numérique de pouvoir grandir, s'épanouir et que du coup toutes les initiatives comme ça puissent coexister. 3 raisons ont motivé Women Digital Week à organiser cette édition à l'intention des femmes. Le numérique, un domaine ouvert à la diversité où chacun peut réussir et qui permet de travailler de n'importe où, les qualités reconnues aux femmes dans le monde professionnel. Autre volet de l'actualité, l'hôpital de la Croix de Zinvier, je vous le disais dans mes titres, lance
sa grande opération de collecte de dons de sang, une initiative démarrée depuis 2012 et qui se poursuit chaque année. L'objectif d'une telle opération est de sauver des vies humaines. Pour l'édition 2023, on parle de 3411 poches de sang qui ont été régulièrement collectées. Les programmes et les points de collecte sont assurés avec le père Bruno Hukuno, camillien, biologiste médical et responsable du laboratoire qui s'en occupe. Et le don de sang ici dans cette maison est traditionnel. Depuis des années, et vu les difficultés que nous avons en matière de manque de produits sanguins labiles, nous sommes déjà mis en partenariat très actif avec la NTS, j'entends Agence nationale pour la transfusion sanguine, pour contribuer à la disponibilité des produits sanguins labiles dans toutes les structures sanitaires du Bénin. Alors, périodiquement, nous organisons des campagnes de dons de sang ici à l'hôpital et dans tous les villages. Pour cette année 2023, nous lançons les activités le 5 mai prochain avec une grande caravane. Et à partir du 6 mai déjà, nous aurons les collectes de sang proprement dites qui seront dans beaucoup de villages et qui dureront pratiquement beaucoup de mois. Nous aurons le 6, le samedi 6 mai, les deux sites traditionnels qui ouvrent la marche. Nous avons l'école primaire publique de Podilémon à partir de 8 h jusqu'à 14 h et le village de la place publique de Yevier Centre à partir de 9 h à 14 h. Et le dimanche 7 déjà, nous avons 3 sites. Le premier site, pour ne pas dire 4, le premier site, nous avons l'église catholique d'Agomain de 8 h à 14 h. Nous aurons l'église catholique de Zinvier de 7 h à 14 h. L'église catholique de Zinvier-Zoumain de 9 h à 14 h. Et nous avons l'église catholique Sainte-Famille de Tankpé de 8 h 30 à 14 h. Ça, c'est le dimanche 7 mai. Et déjà, le mercredi 10 mai, nous serons dans l'arrondissement de Panron, le village, place publique de village de Pé, de 9 h, de 8 h à 14 h. Nous avons Kandi Tomé, toujours à Pé, ça c'est le chef de village lui-même, hein, là de 9 h à 14 h. Et la place publique de village à Fagbé, d'Edo, les deux villages ensemble, mais la place publique de Fagbé, de 9 h, 10 h à 14 h. Et le vendredi 12 mai, nous serons toujours dans l'arrondissement de Panron. Nous sommes dans les 3 villages qui sont des trios, toujours, qui sont ensemble. Nous avons Pavieja de 8 h à 14 h et l'église catholique de Anagbo de 9 h à 14 h et la place publique de village de Arowe Godo de 10 h à 14 h. Et toujours au sujet de cette campagne de sensibilisation et de dons de sang, une interrogation: pourquoi faut-il donner son sang? Voici la réponse que propose le père Bruno Hukuno, camillien, biologiste médical et responsable du laboratoire d'analyse biomédicale de la banque de sang et des campagnes de dons de sang à l'hôpital de la Croix des Zinviers. Le don de sang est un acte civique. Le don de sang est un acte de charité. Et moi, je suis prêtre. Je vous dis qu'un don de sang est une œuvre de miséricorde, tant corporelle que spirituelle. Vous savez, dans le temps pascal, nous sommes dans le temps pascal, dans la célébration du Triduum pascal, j'ai médité sur l'acte de don de sang. Et je peux vous dire que j'en suis arrivé à conclure qu'il n'y a pas d'acte de charité humain qui égale l'acte de donner son sang pour sauver des vies humaines. Pour sauver des vies humaines. Une poche de sang que vous donnez peut sauver jusqu'à 20 vies. Et quand je le dis, je pense que j'exagère. Si nous avons les nouveaux-nés, les enfants qui sont nés il y a 2 jours, il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, et qui ont besoin de leur sang, ils ont besoin de entre 20 et 50 millilitres de sang. Alors qu'une poche de sang peut aller jusqu'à 450 millilitres. Et donc pour diviser cette poche en des poches de 20 millilitres, de 25 millilitres, faites le calcul. Alors, une seule personne, en un seul don, peut sauver des vies. Et ces vies que vous sauvez, prient pour vous. Ces vies que vous sauvez, c'est eux qui deviennent des citoyens après. Et donc le don de sang est un acte aussi de développement de la population, d'une population.
De Calavi, on atterrit directement dans le département du Zou, plus précisément à Boïcon, pour parler de cette séance de remobilisation du personnel des services déconcentrés du ministère des Affaires sociales de la microfinance. Les échanges de Boïcon ont réuni les agents en service dans les départements du Mono, Koufo, Zou et les collines. Cette étape de la rencontre de la ministre avec ses collaborateurs dans les régions fait suite à celle tenue à Parakou, la cité de Kobrou, puis à Cotonou. Imet Hélène Amonson. Un face-à-face tant espéré et qui vient, selon les invités, une fois encore prouver le management de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. La rencontre est la troisième d'une démarche entamée depuis mars dernier. Après l'étape de Parakou et de Porto Novo, Véronique Toin-Fodé et sa suite étaient à Boïcon. Ici ont été réunis le personnel des services déconcentrés en service dans le Mono, Koufo, le Zou ainsi que les collines. Chers collègues, l'exercice auquel l'autorité nous soumet est une première. Nous avons donc intérêt à saisir cette pêche qu'elle nous tend afin de poser dans le respect et la courtoisie les problèmes qui sont les nôtres dans l'exercice quotidien de notre profession. Je voudrais saluer votre leadership. Je voudrais également vous dire que votre personnel est très actif sur le terrain. Ils nous ont beaucoup aidés dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, que ce soit en matière de microfinance, que ce soit dans le cadre du projet SWED et beaucoup d'autres projets que nous-mêmes nous avons avec des organisations non gouvernementales internationales. L'instant d'une matinée, chefs, services, collaborateurs et représentants des organisations syndicales ont eu droit à la parole. Sans langue de bois, ils se sont prononcés sur tous les sujets qui leur tiennent à cœur ainsi que leurs attentes. Cela a permis aux collègues d'exprimer leur vécu quotidien, les difficultés qu'ils ont, les problèmes qu'ils ont, les problèmes de coopération qu'ils ont avec leurs chefs immédiats, mais aussi avec les autres structures décentralisées et des communes dans lesquelles ils opèrent. Ça montre de l'importance que Madame le ministre taille à son personnel et de son engagement à accompagner le personnel pour la mise en œuvre et la réussite des divers projets du programme d'action du gouvernement 2. Et nous sommes engagés à mieux travailler, à faire preuve de professionnalisme et de responsabilité dans nos structures différentes. Une première depuis sa prise de fonction à la tête de ce département ministériel. La rencontre, selon Véronique Toin-Fodé, sonne aussi la remobilisation du personnel dans les régions cibles. L'objectif des échanges est non seulement de galvaniser la troupe, mais surtout les informer de ce qui est de leur mission dans la mise en œuvre des grands projets à caractère social du gouvernement. Le gouvernement a une vision très élevée du social et entend réussir ce mandat sous le hautement social. Et c'est grâce à vous que cela va se faire. Et c'est pour ça qu'il était important de revenir vers vous pour que les différents projets soient rediscutés par rapport au rôle, aux responsabilités de chacun dans la réussite de cette noble et grande ambition. Maillon important dans la réalisation du programme d'action du gouvernement PAG2, ces acteurs ont été aussi lors de ce rendez-vous suffisamment entretenus sur les projets SWED, Bessoké et Arche. On reste toujours à Boïcon avec les membres de la Commission économie et finances et affaires sociales du Conseil économique et social qui étaient en visite de travail dans la commune de Boïcon. Les visiteurs sont allés échanger avec les autorités communales ainsi que d'autres acteurs du secteur des transports de la ville, Carrefour. 2 points étaient inscrits au menu de la rencontre, à savoir la sécurité routière, mais aussi la contribution du secteur du transport routier à l'économie béninoise. Imet Hélène Amousson, Georges Vaudounon. La démarche des visiteurs s'inscrit dans le cadre des activités prévues à l'agenda de la dernière session ouverte au Conseil économique et social CES. Sur le terrain, les membres de la délégation des commissions économie et finances et affaires sociales sont allés échanger avec l'équipe communale de Boïcon. 2 points essentiels ont meublé les débats, à savoir la contribution du secteur du transport routier au Bénin, puis la sécurité routière. Boïcon est en plein dans cette actualité. Même le niveau où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas encore satisfaisant parce qu'on découvre une économie souterraine qu'on découvre au fur et à mesure des mea culpa, des indiscrétions qu'on collecte ici et là. Aujourd'hui, on se demande même si les acteurs
ne gagne pas plus que la mairie elle-même. Ensemble avec les acteurs du secteur opérant à Boycon, plusieurs sujets ont été abordés, notamment les plus récurrents qui entravent le bon fonctionnement des gares routières de la ville. Les faux frais sur les gares routières posent beaucoup de problèmes. Donc, l'idée est maintenant de réfléchir à comment assainir. À l'issue de la rencontre, des propositions ont été faites par les autorités communales aux conseillers du CES. Ces derniers vont s'en inspirer afin de formuler les recommandations nécessaires à la redynamisation du secteur, mais aussi pour booster l'économie locale en particulier et celle nationale en général. Nous avons fait le tour de ce qui est à la base des divers accidents et à leur niveau des suggestions de recommandations ont été faites à la commission afin qu'elle puisse véritablement les mettre en ordre et s'adresser à qui du droit. Avec un peu plus de stratégie, je crois que nous allons éviter tout ce qui crée des manques à gagner à l'État, surtout les chargements opaques. Nous avons également échangé sur l'état des voies de convoyage des produits vers le centre-ville. D'autres initiatives ont également été prises en vue de contrer le plus possible les accidents sur les axes routiers du pays. Une visite des infrastructures de la gare routière a précédé les échanges avec les membres de la délégation. On parle toujours économie et surtout de sa transformation avec l'ambition du gouvernement qui entend réduire les importations des produits agricoles, aller vers et surtout accroître la production nationale. C'est l'une des priorités du gouvernement de Patrice Talon qui depuis plus de 5 ans s'efforce de mécaniser l'agriculture béninoise. Jeudi, cette volonté s'est encore traduite dans les actes avec la remise d'un lot de tracteurs aux organisations de producteurs dans plusieurs localités du Bénin. Un mois après les producteurs de coton, ce sont les maraîchers de plusieurs localités du Mono, du Zou, de l'Ouémé qui reçoivent du matériel agricole. Une remise faite sur le site de la Société nationale de mécanisation agricole à Ouida à travers un lot de tracteurs de 35, 60 et 90 chevaux. Le tout d'un coût de 154 millions de francs CFA pour rendre l'agriculture plus performante encore. Je voudrais pour cela vous dire que vous avez attiré le maximum de profit afin de contribuer au développement de notre pays à travers la mécanisation agricole, le seul levier du développement du secteur agricole. Mesdames et messieurs, cette remise officielle, qui est le fruit d'un partenariat fructueux avec la SONAMA, sous l'impulsion du directeur pays du FIDA, entre dans le cadre du financement des plans d'affaires validés par le comité de planification et de suivi. Au total, 13 organisations professionnelles agricoles sont bénéficiaires de ces matériels. Ceci grâce au projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. La représentante des bénéficiaires exprime la satisfaction du groupe. Ces équipements viennent à point nommé dans un contexte de changement climatique où les périodes d'installation des cultures sont de plus en plus réduites, couplées de la rareté de la main-d'œuvre agricole et de la pénibilité des activités agricoles. Le matériel sort de l'usine de la Sonama installée à Ouida. Cette société fait un suivi permanent pour le bon fonctionnement des machines. Notre plus grande mission, c'est de suivre les clients. Nous les suivons au travers de tracking, nous les suivons au travers d'équipes sur le terrain et nous devons nous assurer que les machines qu'ils ont sont bien utilisées, sont performantes, de façon qu'on arrive à obtenir notre objectif qui est d'accélérer la mécanisation dans le pays. La mécanisation de l'agriculture fait partie des priorités du gouvernement. L'objectif est d'améliorer la performance économique et l'inclusion socio-économique des producteurs. La page santé de ce journal, on parle donc du Bénin qui dispose de nouveaux épidémiologistes pour faire face aux urgences sanitaires. 15 au total, ils viennent d'être livrés sur le marché après des mois de formation. Leur rôle, contribuer à renforcer l'arsenal déjà en place pour mieux contenir les épidémies au Bénin. Leur formation
a été couronné par une cérémonie de remise de leur parchemin. Narcisse Alossé et Florent Dou en étaient témoins. Ils reçoivent ici leur parchemin après 9 mois de formation en épidémiologie de terrain niveau intermédiaire. Formation au cours de laquelle ces 15 participants ont reçu des rudiments devant permettre au Bénin de répondre aux exigences du règlement sanitaire international. Qui veut que pour que les pays soient protégés face aux événements sanitaires, qu'on ait un épidémiologiste pour 200 000 habitants. Donc c'est dans ce cadre que cette formation est initiée dans plusieurs pays dans le monde et le Bénin fait partie des pays pour lesquels ces exigences ont un gap énorme à combler. Parlant de gap à combler, le Bénin disposait jusque-là de 9 épidémiologistes sur un besoin de 63. Avec ces 15 nouveaux récipiendaires, c'est un pas qui vient d'être franchi à la grande satisfaction du partenaire technique et financier. C'est mon souhait que cette nouvelle promotion de diplômés continue à capitaliser sur l'élan du programme et à contribuer à l'émergence des leaders qui aideront la construction d'un avenir meilleur. Un futur qui se fera avec ces hommes et femmes qui, au cours de leur formation, ont eu droit à 5 ateliers de sessions interactives de présentation d'exercices, le tout suivi des travaux de terrain. Chers collègues de promotion, nous avons le défi de maintenir les acquis de la performance à la suite de cette formation afin d'être exemplaires dans nos fonctions respectives pour la réalité de l'approche One Health. En ma qualité de directeur du programme de formation en épidémie de terrain, je voudrais me réjouir de l'aboutissement d'un long périple et aboutir aujourd'hui à la cérémonie de graduation de la première cohorte de formation niveau intermédiaire au Bénin. À cette cérémonie de clôture, le ministre de la Santé empêché a été représenté par son secrétaire général. Cette première cohorte, dont la remise de certificat a eu lieu ce matin, renforce la dynamique en cours pour disposer de ressources humaines qualifiées, compétentes et averties pour non seulement améliorer la performance de notre système de surveillance, mais également faire face aux épidémies et urgences sanitaires futures. Depuis 2016, ce programme de formation a renforcé les capacités d'intervention de plus d'une centaine de Béninois. L'attente de tout un peuple aujourd'hui, c'est une meilleure capacité de réaction face à d'éventuelles alertes ou urgences sanitaires. Et on ouvre maintenant la page de la célébration du Ramadan qui a rendu un peu le week-end long avec cette célébration qui est une préférence de certains fidèles musulmans qui ont privilégié la plage comme lieu de réjouissance, une manière pour eux de se distraire mais aussi partager des moments de communion. Une équipe de notre rédaction est allée sur les lieux pour faire le constat. Voici les détails. Peu d'affluence ce vendredi après-midi sur la plage Fidjrosset de Cotonou à l'occasion de la célébration de la fête de Ramadan par la communauté musulmane. Contrairement au week-end pascal où ces lieux étaient bondés de monde, seulement quelques fidèles musulmans ont pris l'option de venir passer la fête de l'Aïd el-Fitr ici dans le sable à admirer les vagues de la mer. Pour la fête de Ramadan, j'ai voulu leur faire un plaisir de les amener à la plage pour qu'ils viennent prendre au moins un peu d'air. C'est pour cette raison que vous nous avez vus. Vêtus de leurs plus beaux habits, ces fidèles musulmans sont tout de même heureux de s'offrir des moments de détente après 29 jours de privation, de prière et d'adoration à Allah. C'est juste pour venir passer les temps de carême, dans les temps difficiles, tout ça pour oublier. En famille ou en groupe d'amis, ils ont choisi de savourer ces instants autour des mets d'hiver dans une ambiance conviviale. Et nous avons commencé le carême avec Bismillah. On a fini avec Alhamdulillah. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a des gens qui ont commencé qui n'ont pas fini. On rend grâce à Dieu. Et c'est une joie immense de venir fêter avec la famille à la plage ici et de prendre de lait. Une joie nettement affichée et manifeste comme celle de Amira, cette fillette de 4 ans très jouissive face à notre caméra.
Ses parents n'ont donc pas eu tort de l'emmener par ici. Je suis contente à la plage que je fête avec ma famille. De bons moments qui resteront mémorables et inoubliables grâce aux smartphones sollicités pour la circonstance pour faire des pauses qui occuperont certainement les statuts WhatsApp ou encore les pages Facebook dans les heures à suivre. Les fidèles musulmans de Djougou ont également sacrifié à la tradition de l'Aïd el-Fitr ce vendredi 21 avril 2023. Ils se sont donné rendez-vous comme d'habitude à la grande place Idi du 3e arrondissement de la ville pour la grande prière qui marque la fin du mois de Ramadan. Voici les détails. Une prière en 2 rakats à la place Idi du 3e arrondissement de Djougou ce vendredi. Ensuite, le sermon de l'imam central de la ville. Ce sont les 2 temps forts de cette célébration de l'Aïd el-Fitr, couronnement de 29 jours de privation de tout genre chez les fidèles musulmans dans ce mois béni de Ramadan. Sous la direction de l'imam El-Hajj Razak Samari, ces fidèles musulmans ont tout d'abord exprimé leur foi à Allah à travers 2 unités de prière avant le sermon proprement dit, un sermon dans lequel le guide spirituel exhorte chaque musulman à multiplier de bonnes œuvres. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Chers musulmans, aujourd'hui nous avons un besoin urgent d'amitié. Aux côtés de ces fidèles musulmans de la cité de Pétoni, Nyoraya Takura, plusieurs personnalités politico-administratives dont l'honorable Seydou Malik Gomina. Des impressions de joie, fierté, remerciements à Allah, le très clément et miséricordieux, pour nous avoir permis de vivre le mois de jeûne dans la paix, dans la sérénité, et souhaiter que notre pays continue de bien se porter, souhaiter que les gouvernants continuent à être bien inspirés pour conduire la marche que Dieu leur a confiée, prier pour le peuple béninois, un peuple épris de paix et de justice, et que les difficultés qui sont aujourd'hui là, Dieu puisse nous aider à nous affranchir d'elles et que demain soit meilleur pour tous les Béninois. Nous sommes au bout d'un processus qui a commencé quand même depuis pratiquement 1 mois et on est parmi les heureux à avoir la santé et à pouvoir venir aujourd'hui à la place Idi prier. Passer cette étape spirituelle, rendez-vous dans les ménages et les rues pour les grandes réjouissances. À Papa, les fidèles musulmans ont aussi sacrifié à cette même tradition dans leur place Idi, ceci à la mosquée centrale de Kpankpan pour implorer la grâce et la bénédiction de Allah. Les détails sont avec Ingrid. L'Aïd el-Fitr, jour de grâce et d'adoration pour la communauté musulmane. Vêtus de leur plus belle tenue, les fidèles musulmans d'Akpakpa prennent le rendez-vous à la mosquée Kpankpan. C'est pour la prière de l'Aïd après 29 jours de jeûne du mois de Ramadan. Je suis fier d'être musulman aujourd'hui, d'être à la mosquée. J'ai un appel à tous les musulmans. Vraiment, si nous savons ce que dans Carême, dans ce mois de béni, on n'allait pas négliger. Ce mois de béni, c'est Dieu qui a béni cet mois de Carême. Et que Dieu nous aide, nous montre l'année prochaine en bonne santé. Et je souhaite bonne fête à tout le monde. C'est heureux de voir ce grand jour. Parmi tant d'autres, nous avons l'obligation de venir rendre grâce à Dieu car plusieurs ont commencé et n'ont pas vu ce grand jour. Vraiment, pour cela, c'est un jour où nous devons beaucoup plus rendre grâce à Allah, le très miséricordieux. J'ai prié d'abord pour moi-même, pour ma famille, pour mon pays, pour la nation tout entière et pour nos dirigeants et surtout pour notre premier magistrat. Placée sous le signe de la paix, la prospérité et la bénédiction, cette grande prière de la fête de Ramadan est dirigée par l'imam Ilyassou Abdou Rahman. À ses côtés, les autres responsables de la mosquée. À l'occasion, le sermon prononcé rappelle l'importance du jeûne et ses avantages. On sait que les jeûnes du Ramadan, c'est une adoration.
alhamdulillah, c'est une adoration. Et en même temps aussi, ça nous donne des leçons de partager avec des amis, partager avec les pauvres. Et aussi, il y a bénédiction dedans. Et on sait que aussi, ça donne aussi beaucoup de la santé. Alhamdulillah. Et tout ça, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour cela, nous les musulmans aussi, on est fiers d'être aussi musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de leçons que notre adoration nous apprend. Visiblement, c'est aussi un moment de gaieté pour les fidèles. L'aboutissement d'un mois d'intense adoration qui se termine par la réjouissance. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité, merci de votre aimable attention également. Bonsoir chez vous.